Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Tilt. On parle mosaïque aujourd'hui. Laetitia Gauthier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous faites des décorations pour les monuments funéraires. Et vous allez nous parler de votre activité, de cette spécialisation originale dans un instant. À vos côtés, Anna Klestel, vous êtes l'auteur de ce livre que j'ai là, Eden Island, une histoire d'aventure dans un monde dystopique. La jeune Analia a passé toute sa vie dans un archipel paradisiaque. Elle va découvrir qu'il existe un autre monde, beaucoup plus sombre. Bonjour. Bonjour, et même chose, vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Je repose le livre pour saluer Julie Alves. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Les mains remplies, comme toujours, tu es notre chroniqueuse douceur. Et on t'a passé commande, c'est le printemps, et Oui. on s'est dit, le printemps, c'est les fleurs évidemment. Et qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec les fleurs ? Voilà, et donc aujourd'hui, je suis venue pour vous proposer 2 recettes. Je vais vous donner des petites astuces pour transformer vos recettes que vous avez l'habitude de faire. Mais je vais vous proposer déjà une recette de Paris-Brest à la... J'allais dire à la lavande, mais non, c'est celui-ci, À la rose. à la rose. C'est une excellente idée le Paris-Brest parce que c'est mon dessert préféré. Alors, c'est vraiment tout simple pour le coup. On fait notre petite pâte à choux comme on a l'habitude de faire. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de pâte à choux, pas de panique. Sur mon blog, vous trouverez toutes les petites astuces pour réussir une pâte à choux. Il faut prendre son temps. Le mieux, c'est d'avoir un robot pour pouvoir rafraîchir un peu la pâte en fait, avant d'ajouter les œufs et de les mettre petit à petit. Parce que si on met trop vite, que ça devient liquide, c'est fichu. Vaut mieux y aller doucement et ajouter petit à petit nos œufs pour pas la rater. D'accord. Donc on fait notre petite pâte à choux. Moi j'utilise un cercle de 20 cm et je fais un trait en fait sur mon papier sulfurisé pour me faire un petit gabarit de base. Et après je poche mes choux tout autour. Je mets ça à 180 degrés jusqu'à ce que ça dore et que le chou se tienne bien. Et ce qui reste, je l'ai fait en chouquette, comme ça, pas de perte, top. Et D'accord. après, je mets une crème pâtissière avec un peu de beurre, donc ça fait une sorte de petite mousseline où je rajoute de l'eau de rose. Ah voilà, on attendait les fleurs. Donc, c'est de l'eau de rose. C'est ok. de l'eau de rose, oui. Donc ça se trouve dans des magasins bio en général ou sur Internet. On peut aussi mettre des huiles essentielles, ça marche totalement. C'est ce que j'ai utilisé par exemple pour les biscuits. Et ça se conserve 2 jours au frigo. Après, ça devient mou, c'est pas top. Ouais, c'est le frigo qui, Ouais, ça ramollit qui la rapporte pâte de à choux. l'humidité. Après, donc, je vous ai ramené une petite recette de biscuits à la lavande pour le coup. Mais on les voit là. ouais. Et l'avantage du biscuit, c'est que là, ça se conserve très longtemps dans un petit bocal comme ça ou dans une boîte en métal. Vous pouvez aussi faire la pâte en avance et la congeler ou congeler les gâteaux prédécoupés crus. Comme ça, vous les sortez, vous les faites cuire après... je dirais une petite demi-heure, 1 heure de décongélation. Donc même chose, huile essentielle de lavande si Huile on essentielle veut, de ou sinon lavande. des petites graines. On ajoute les 2 pour avoir vraiment le goût. Ah ouais, là ça... Ouais, c'est top. Bah, vous goûterez comme ça, vous verrez. Mais ça marche totalement et J'attends que ça. ça reste assez léger en goût. Et on peut aussi, pour rajouter du fruit de la fleur, et j'y arrive pas ce soir, hein, mon cerveau n'est pas connecté, de la fleur à nos gâteaux, cuisiner avec du thé fleuri. Et là, vous le faites infuser en fait dans votre lait ou dans de l'eau, dans ce que vous allez utiliser en fait. Ouais. Et ça va vous ramener un petit goût bien sympa. Donc là, effectivement, toi on connaît pour ton salon de thé, qui est évidemment fermé en ce moment. Voilà. Tu fais également ces box Oui, qui s'appellent envoûté. envoûtés. Voilà, donc vous tapez envoûté mais THE pour comme le thé. Ouais. Et vous trouverez toutes les infos. Et du coup, on met très régulièrement des thés qui sont fleuris sur notre site ou dans nos box qui permettent d'être aussi cuisinés facilement. Donc n'importe quel thé, je sais pas, thé à la violette et bergamote. Ce qui vous fait plaisir tant que vous aimez, il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut juste le faire infuser. Si vous voulez que ce soit quelque chose de froid, vous ne voulez pas que ce soit chaud dans votre recette, vous le faites infuser toute la nuit au réfrigérateur dans votre quantité de lait, Ouais. tranquillement, quoi. Ça marche aussi. Bon, bah d'accord, très bien. On va essayer, puis on va goûter surtout. Exactement. Merci beaucoup, Julie, d'être De rien. venue nous parler de fleurs et de printemps. Est-ce que ça vous parle, vous, les recettes comme ça ? Vous êtes, Ah oui, j'adore. vous accrochez, vous êtes bon public. Oui, toujours. Donc vous, Laetitia, vous mettez de la couleur dans les cimetières. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes mosaïste spécialisée dans les monuments funéraires. Un travail que vous faites entièrement sur mesure. Alors, chaque commande est unique. C'est ça. Racontez-nous. C'est ça. En fait, je m'adapte aux besoins des gens qui ont une tombe à décorer. Souvent, les personnes se retrouvent un peu désemparées quand elles ont un monument à commander parce qu'il y a du choix entre gris et gris, éventuellement noir, Voire un tout petit gris-bleu. peu blanc, voilà. Ouais. Mais c'est triste et en fait, souvent, ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils veulent transmettre eux. Et en fait, j'ai eu plusieurs commandes comme ça où j'ai accompagné les personnes et en discutant, moi j'arrive à faire un dessin original qui va leur parler, en fait, qui va transmettre quelque chose du défunt.
quelque chose de ce qu'ils ont envie de dire aussi. Si on prend cet exemple, donc ça c'est un oiseau que vous avez vous-même dessiné. Ça c'est un petit rouge-queue, la dame me l'a demandé parce qu'il y avait un rouge-queue qui venait souvent voir son mari sur les dernières années et pour elle il fallait qu'il y ait un rouge-queue sur la tombe. Et donc c'est souvent voilà, ça, c'est souvent les familles, les proches qui demandent plutôt que la personne. Voilà, en avance. Souvent, voilà. Et donc ça c'est le résultat. Voilà, je réalise la mosaïque vraiment selon ce que les personnes m'ont demandé. Donc là il fallait que le rouge-queue soit exactement à la bonne taille, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc tout est fait en pâte de verre. C'est un matériau artisanal qui est fait à Venise. Qui vient d'Italie. Voilà, qui vient de Venise. C'est les mêmes pâtes de verre que pour les églises Murano. de Ravenne. À Ravenne. Voilà, de toutes les églises byzantines. Donc c'est très solide, ça résiste au gel, ça résiste à la chaleur aussi dans les cimetières. Et donc ça rajoute de la couleur. Vous êtes mosaïste de formation au départ. Comment vous êtes arrivé à faire ça alors? Il y a une histoire derrière. Oui, il y a une histoire derrière. En fait, déjà, mon formateur nous faisait travailler sur sa propre tombe, où il avait représenté un oranger, il y avait un poème aussi. Il nous demandait à nous, ses élèves, de contribuer à cette œuvre. Donc ça m'a ouvert l'esprit sur cette donnée-là. Et ensuite, je me suis installée en tant que mosaïste classique. Ouais. Mais à chacune de mes grossesses, on m'a commandé spécialement de l'art funéraire. Donc à chaque fois que je m'apprêtais à donner la vie, on me commandait quelque chose dans le domaine de la mort. Et je me suis dit que je devais avoir ma place entre les deux. Donc je m'exerce à transmettre de la vie dans l'au-delà, de la vie dans la mort, avec de la couleur, toujours des choses joyeuses. Ce que vous nous disiez, c'est que vous vous y retrouviez, vous vous sentiez utile, plus que faire d'autres commandes de mosaïque. Tout à fait. C'est-à-dire que là, en faisant cet art-là, je sens que ça fait du bien aux familles. Il y a beaucoup de familles qui m'ont dit, mais maintenant, on ose aller sur la tombe, on la trouve belle, et même si c'est pas forcément des personnes croyantes, mais elles me disent, au moins on a quelque chose à voir, on a quelque chose à méditer, et c'est beaucoup moins triste que ce qu'on a. Donc voilà, moi je sais qu'en faisant ça, je suis utile à quelqu'un, c'est très gratifiant. Il y a ce grand ange là-bas, vous faites aussi, alors il n'est pas spécialement pour les églises ou pour de l'art sacré, mais c'est aussi quelque chose que vous faites, de l'art sacré. Oui. Pour église, synagogue. Oui, voilà, j'ai eu effectivement des commandes pour une église, pour décorer un autel. Je fais aussi, donc cet ange, ça peut être utilisé comme tableau du souvenir. Il y a des personnes qui m'ont commandé comme ça des tableaux, juste pour mettre chez eux, mais qui leur rappellent le défunt. Et puis, parce qu'on a moins de temps, où on fait toutes les tailles, vous faites toutes les tailles possibles, et également pour les crémations, après pour les petites urnes. Oui, tout à fait. Je peux faire de la plaque funéraire, la stèle, la pierre tombale, la plaque cinéraire. Tout est possible, c'est du sur-mesure. Et ça met combien de temps à réaliser? C'est beaucoup de travail, j'imagine, vu que c'est artisanal. C'est précis aussi, on a vu là pour les... Oui, ça dépend. oiseaux. En fait, juste la réalisation de la mosaïque peut mettre entre 2 semaines pour quelque chose de très petit à plusieurs mois. Ça dépend de la finesse du dessin. Voilà. Généralement, entre la commande, vraiment, enfin, le premier contact et la fin de la réalisation, il se passe entre 4 et 6 mois, parfois plus quand il y a besoin de choses particulières. Parce qu'il y a des propositions aussi, hein. Vous faites des propositions, c'est un Bien aller-retour au départ, quoi. Oui, c'est ça. C'est un travail créatif, quoi. Tout à fait. Bon, on va tout de suite continuer avec la bamboche. On parle culture et littérature avec vous, Anna Klestel. Tout de suite avec Eden Island. Donc ça, c'est le premier tome, il s'appelle Le Secret. Classé littérature jeunesse, mais qui peut se lire à tout âge. C'est ce que vous me disiez d'ailleurs, hein, c'est que tout le monde l'apprécie, ce livre, il se lit très très bien. Donc le premier tome se passe sur un archipel, une bulle préservée et idyllique dans un monde englouti par la montée des eaux. Et votre héroïne, je vais y arriver justement, va découvrir cette réalité apocalyptique par le regard d'un jeune homme. Tout à fait. Une histoire d'amour derrière. Ah oui, quand même. C'est important. Donc vous êtes professeur de français. Ce qui est peut-être important dans l'écriture de ce livre, c'est que vous avez écrit ça pour vos élèves en quelque sorte. Oui, parce qu'en étant professeur de français, du coup, j'ai lu beaucoup de littérature jeunesse. C'est la documentaliste de mon collège qui m'a fait découvrir toute la littérature jeunesse. Et vraiment, j'ai pris goût, et particulièrement tout ce qui est SF, dystopie. Et je crois qu'à force d'en lire, un jour, j'ai envie moi aussi d'écrire mon livre. Et c'est vrai que quand je l'ai écrit, moi, je m'adressais à un public assez jeune, de collégiens. Et finalement, je me suis aperçue depuis sa sortie qu'il est lu par un public beaucoup plus vaste. Donc, c'est bien, c'est vraiment sympa.
Bah, bien sûr, ouais, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous aviez envie de parler de quoi avec ce livre? De quel thème? Alors, j'avais envie de deux choses. J'avais envie d'abord qu'il y ait une histoire dynamique, qu'il y ait des surprises. Enfin voilà, j'avais vraiment envie de m'amuser en écrivant le livre. Mais je voulais aussi qu'il touche à des choses peut-être plus importantes. Donc il traite quand même des mouvements de population, de la montée des eaux, de la pollution. Donc voilà, je voulais un livre de littérature jeunesse, mais je voulais un livre qui ne se réduise pas juste à une aventure ou à une histoire. Très bien. Donc c'est un super livre qui se lit bien. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un roman d'apprentissage avec cette jeune fille qui découvre en fait un autre monde derrière son univers idéal? Oui, c'est-à-dire qu'entre l'héroïne naïve du début et puis l'héroïne de la fin, effectivement, elle va apprendre beaucoup de choses et pas forcément des choses agréables. Vous aviez envie de transmettre quelque chose avec ce livre? Avec cette histoire? Un message peut-être dans toutes les dystopies. J'ai lu beaucoup justement avec mon métier, de romans d'une auteure qui s'appelle Danielle Martinigol. Ouais. Et elle disait toujours, quand elle rencontrait nos élèves, quand on la faisait venir, qu'un livre c'était comme une loupe. On regardait un problème présent et on l'agrandissait démesurément pour en faire quelque chose qui allait prendre beaucoup plus d'importance dans les siècles à venir. Et je crois que l'idée, c'est ça, c'est de voir les prémices de ce qu'on sent aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer dans 5-6 siècles. Voilà, l'idée, c'était ça. Une manière de se projeter dans le futur, mais avec un regard un peu pessimiste aussi, quand même. Oui. C'est ça qui est c'est ça qui- Oui, on peut le c'est dire. ça qui définit une Oui, dystopie. puisque le monde est réduit à quelques îles par-ci, par-là, Ouais. il n'y a plus de continent. Donc oui, c'est quand même pessimiste. Ça fait longtemps que vous écrivez? C'est le premier roman, mais vous avez écrit avant. Jusqu'à présent, j'écrivais des nouvelles dans des magazines, mais j'ai jamais osé me lancer dans une écriture longue. On parlait pâtisserie tout à l'heure. Ouais. L'écriture longue, ça fait comme une espèce de grosse pâte là. J'en sais pas trop, on a du mal. Alors que les petits biscuits, là, les nouvelles, c'était plus facile pour moi. Tout se tient, ouais. Et puis un jour, j'avais quand même envie de me dire. Il n'est jamais trop tard pour franchir le pas de l'écriture longue. Donc voilà, ça a été fait. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer les éditions Inceptio qui ont beaucoup aimé ce livre. Et voilà, donc c'est devenu une très belle aventure comme ça. Qui va se poursuivre. Donc là, on a le premier tome, le premier volume, deuxième volume qui arrive très bientôt, début juin. Voilà, qui arrive début juin, tout à fait. Le premier était sorti en janvier, le second Ouais. arrive début juin. Bon, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce livre. Merci à vous aussi d'être venu. Merci à vous d'être venu nous présenter vos gâteaux qu'on va pouvoir enfin déguster. Enfin, manger. Merci infiniment à toutes les trois et merci à vous de nous avoir regardés. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur TV Tour. Merci à toute l'équipe également et à bientôt pour un nouveau Mini Tilt.